Bonjour, je suis Mathieu Jouvillard, je suis le correspondant du MEDEF en Inde. Je suis basé à New Delhi depuis 1994 et je suis partenaire au cabinet de conseil Wedge Consulting spécialisé dans l'accompagnement des entreprises étrangères sur le marché indien. L'épidémie de Covid-19 a sur l'Inde un impact considérable, humain tout d'abord, avec des populations vulnérables très touchées par les mesures de quarantaine, qui ont déclenché d'importants mouvements migratoires des villes vers les campagnes. On en a beaucoup parlé aux nouvelles, même en France. En particulier sur les travailleurs journaliers qui ont perdu leur emploi et qui sont retrouvés du jour au lendemain sans ressources. Ce sont des populations qui vivent un petit peu au jour le jour et qui n'ont pas d'économie sur lesquelles se rabattre. Ils ont donc été, pour survivre, obligés de quitter les villes. Inutile de dire que cette situation a probablement pas été très positive pour le développement de la pandémie en Inde et qu'on risque de voir le virus se répandre, je dirais, un petit peu dans les profondeurs du territoire indien. Au niveau de l'impact économique, il faut savoir que le secteur informel représente environ la moitié de la population active indienne et jusqu'à 37% dans les villes, ce qui rend cette population particulièrement vulnérable à la cessation d'activité qu'entraîne le confinement forcé. De plus, les Indiens sont culturellement des entrepreneurs. Donc le pays a un tissu de toutes petites entreprises qui ne disposent pas forcément de la trésorerie suffisante pour traverser une période d'inactivité. Le secteur informel est aussi très développé. Donc ce sont des gens qui n'ont absolument aucun soutien social, pas d'assurance santé, pas d'assurance chômage. Euh, Par ailleurs, c'est une pandémie qui a frappé l'Inde durant une période qui était déjà relativement difficile, avec une croissance qui était tombée à 5% sur l'année fiscale 2019-2020, alors que dans les années de croissance rapide, l'Inde a touché jusqu'à près de 10% de croissance. Donc un changement de situation qui était déjà douloureux a été empiré par la crise qu'on traverse actuellement. Donc les perspectives de l'économie indienne restent relativement incertaines. Le cabinet KPMG envisage trois scénarios. Premièrement, un contrôle global de la pandémie, y compris en Inde d'ici début mai. L'économie internationale redémarre sur la deuxième moitié de l'année 2020. L'Inde peut rattraper une croissance de 5,3 à 5,7%. En scénario 2, l'Inde contrôle la pandémie, mais l'économie globale est en récession. La croissance indienne reste entre 4 et 4,5%. Scénario 3, l'Inde ne parvient pas à contrôler la pandémie, la quarantaine s'éternise et l'économie globale entre en récession. La croissance indienne tomberait en dessous de 3%, et elle pourrait même tomber largement en dessous, car le principal moteur de la croissance indienne reste la consommation interne. Alors les secteurs les plus vulnérables aux mesures d'isolement, les transports, la culture et les divertissements, les hôtels et la restauration, représentent à eux seuls plus de 20% de la consommation privée. Par ailleurs, la Chine et les États-Unis, les deux pays les plus touchés par la pandémie aujourd'hui, représentent respectivement 13,7 et 6,9% des importations de l'Inde. Et il faut savoir que les composantes importées représentent près de 30% de la valeur des biens manufacturés exportés par l'Inde. Donc de multiples vagues d'infections pourraient menacer les approvisionnements de l'industrie indienne et menacer ses performances export. Plus globalement, déficit de trésorerie causé par la pandémie en termes de baisse d'activité et de problèmes opérationnels pourrait entraîner une hausse des défauts de remboursement et donc toucher indirectement le secteur bancaire. Alors, durant les premières semaines de la pandémie, les efforts du gouvernement indien ont été presque exclusivement limités à des contrôles aux frontières. Les mesures de quarantaine n'ont démarré que le 22 mars. Par contre, une fois déclarées, ces mesures de confinement ont été appliquées avec une grande sévérité. Aujourd'hui, les services de base fonctionnent plutôt bien et les autorités font de leur mieux pour faire observer un couvre-feu quasi total. Mais comme toujours en Inde, il y a des disparités très fortes selon les endroits. Même dans les villes, il y a certains quartiers plus populaires dans lesquels on a une densité de population relativement importante et dans lesquels faire respecter un couvre-feu peut être quelque chose d'assez difficile. Dans les quartiers plus résidentiels, où il y a une densité de population largement inférieure, le respect du couvre-feu se fait de manière quasi automatique. Les rues sont désertes et les choses se passent très bien et beaucoup plus paisiblement.
Donc là encore, on a vraiment des situations qui peuvent être très différentes. Je ne parle même pas des bidonvilles dans lesquels les gens vivent vraiment les uns sur les autres, dans des conditions sanitaires absolument terribles. Donc là, ce sont des zones dans lesquelles le couvre-feu peut vraiment avoir un impact très limité. Euh, les entreprises non essentielles sont complètement à l'arrêt. Les moyens de transport internationaux sont interrompus, les courriers n'arrivent plus. Seules les cargaisons essentielles sont autorisées à rentrer sur le territoire. C'est pourquoi le 26 mars dernier, la ministre de l'économie a annoncé une série de mesures pour assurer aussi la conformité des sociétés indiennes dans le contexte actuel de confinement de la population et du gel d'une partie de l'activité. En plus de plusieurs mesures concernant la conformité fiscale, comme des extensions d'échéances ou bien l'annulation ou la réduction des intérêts de retard, la ministre des Finances a également assoupli les conditions d'inscription au registre du commerce, ainsi que certaines contraintes de gouvernance des entreprises. On envisage aussi une suspension de la législation sur l'insolvabilité si la situation ne s'améliorait pas à la fin avril, pour une période de 6 mois, afin d'éviter que trop d'entreprises ne soient mises d'office en faillite. Un plan d'appui à la population a également été annoncé par la ministre des Finances. Il porte sur un montant de 1 700 milliards de roupies indiennes, donc environ 20,5 milliards d'euros, ce qui est considérable à l'échelle du budget indien. Ce plan a pour but d'aider les populations les plus fragiles face à la crise, et en particulier les ménages à faible revenu et les travailleurs journaliers. Alors il ne faut pas oublier que l'Inde reste tout de même un pays offrant de nombreuses opportunités d'affaires. C'est le leader mondial de la production de médicaments génériques. C'est un acteur important dans la production de produits en non tissé, et donc le matériel de protection médicale, comme les masques. L'Inde a donc probablement un rôle essentiel à jouer dans la résolution de la crise que nous traversons tous. Il est également essentiel de profiter de cette période de crise pour en préparer la sortie. Il est possible, durant cette période, de réaliser des recherches, de préparer des stratégies de développement, d'explorer des nouvelles voies. Euh, de nombreuses entreprises ont également tiré les leçons de la cessation d'activité des entreprises chinoises et comprennent l'importance de diversifier leur chaîne d'approvisionnement. Pour ça, l'Inde est la destination de choix pour cette diversification, et il y a de nombreuses entreprises, en particulier en Amérique du Nord, qui envisagent au jour d'aujourd'hui des partenariats, des investissements et un développement de leur courant d'affaires avec l'Inde. Donc il est vraiment essentiel dans cette période difficile de ne pas être paralysé par la crise que nous traversons. Il est important que les entreprises françaises profitent de cette période pour préparer une reprise à la sortie de la crise, car la situation risque d'être difficile pour tout le monde, et il sera absolument capital de démarrer très rapidement dès que les entreprises en auront la possibilité.